Alors, malgré la chaleur, et bien qu'on soit pressé, moi, je ne me prive pas du plaisir de vous présenter Jean-Philippe Uzan, chercheur, théoricien de physique fondamentale, astrophysicien. On ne sait pas comment te présenter, mais en tout cas, Jean-Philippe Uzan a accepté d'être le parrain de ce salon Mathématiques et Mouvements. Et je le disais au discours d'inauguration, mais on peut dire qu'il nous a donné le tempo pour faire ce salon Mathématiques et Mouvements. Il a été d'une aide et de conseils extrêmement précieux et je ne le remercierai jamais assez. En plus, il va nous parler de mathématiques, musique, harmonie, univers. Alors, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Allez, Jean-Philippe, merci encore. Alors tu vois, je n'ai plus besoin du micro. Tu vois, je t'ai eu. Merci beaucoup Marie-Josée. Merci à vous tous d'être ici cet après-midi. Il fait chaud là sous cette tente. Et donc comme Marie-Josée vous l'a dit, je vais vous parler finalement d'une aventure qui m'est arrivée il y a presque une dizaine d'années, puis de rencontres qui s'en sont suivies. Et donc ça a donné un livre qui s'appelle L'harmonie secrète de l'univers, qui va vous emmener à la rencontre de l'univers d'une façon inattendue. Inattendue, cette façon l'a été pour moi, et je vais essayer de vous remettre dans le contexte. J'avais été invité par une fondation qui s'appelle la Fondation 93, qui travaille en Seine-Saint-Denis, il y a environ presque 15 ans maintenant, pour faire un projet en milieu scolaire dans une école de CM2 à Bobigny. Et il m'avait invité, et il voulait qu'on fasse un tandem avec un artiste dans une classe pendant toute une année pour explorer un peu ce qu'on voulait. Et donc j'ai accepté, j'avais juste mis une condition, je dis j'aimerais bien travailler avec un compositeur parce que j'adore la musique, j'ai appris ça quand j'étais plus jeune au conservatoire, mais maintenant les compositeurs modernes, là je ne comprends pas du tout comment ils écrivent la musique, donc ça me permettra moi d'apprendre et d'en discuter avec un compositeur qui m'explique un peu comment ils font. Et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Eddy Ladoire, qui fait de la musique électroacoustique, et on a développé un projet dans une classe de CM2. Et on a commencé à travailler sur le son, la lumière, la différence entre le son et la lumière, aussi bien en sciences qu'en art. Et puis il fallait trouver un projet. Et il y a un jour, il y a une idée un peu saugrenue qui est née. On s'est dit, comment est-ce qu'on imaginerait l'univers dans lequel on vit si nous n'avions pas Dieu? Imaginez, vous n'avez pas Dieu. Il est clair que, là je vous ai mis une petite photo qui vient du télescope franco-canadien à Hawaï, il y a quelques années, que la grande majorité des informations que nous avons de notre univers, elle nous vient de la lumière des étoiles, de la lumière des galaxies. L'espace est vide. On sait depuis Robert Boyle, en 1600 quelque chose, 1676, que le son ne se propage pas dans le vide. Et donc toute l'information que nous avons sur l'univers nous vient de cette lumière. Alors il y a bien pour ceux qui sont spécialistes, quelques particules qu'on appelle les neutrinos qui sont aussi détectées. On a des pierres qui tombent régulièrement sur la Terre, on appelle ça des météorites, et on les ramasse, et ça nous apprend beaucoup de choses sur l'histoire du système solaire. Et ça, vous en avez entendu parler, depuis le mois de novembre 2015, on a détecté des ondes gravitationnelles, donc des ondes d'une nature nouvelle. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup utilisé ça encore en astrophysique, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais on va dire que 99% de l'information que nous avons sur l'univers vient de nos yeux et de la lumière qu'elle est capable de capter. Donc imaginons que toute l'humanité soit aveugle, que serions-nous de notre univers? D'accord? Donc ça, vous voyez, c'est une question finalement qui est à la fois simple, mais qui est une grande profondeur philosophique parce qu'elle pose la question de notre relation au monde extérieur. Nous disons des choses sur l'univers, sur le monde extérieur. Comment est-ce que nous savons ça? Alors la chose la plus simple, finalement, c'est de repartir du départ, c'est de se dire, ce que nous savons du monde, nous le savons grâce à nos sens, et nous avons 5 sens. Alors là aussi, c'est quelque chose qui pourrait être discuté, puisque aujourd'hui, vous savez que le fait que nous avons 5 sens, on le doit à Aristote. En physiologie, aujourd'hui, on admet qu'il y a plutôt 9 sens, et il y a certains médecins qui vont vous dire qu'il y en a plutôt encore plus, une quinzaine peut-être. Et donc, on a 5 sens. La vue, donc, qui est liée à un type d'information qui est la lumière. Donc ça, c'est une nature physique. Ce sont pour ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques. On a l'oreille pour le son, ça ce sont des ondes de pression, donc finalement on est ici dans un milieu qui est l'air. Quand je parle, ça change la pression de l'air, elle se propage et votre oreille est capable de détecter cette fluctuation de pression.
On a le toucher qui nous permet finalement, là c'est mécanique, ce sont en fait les frottements, les interactions entre la peau et le substrat qui nous permet d'avoir une notion que cette table ici est dure, lisse. Et puis on a le goût et l'odeur, et ça c'est plutôt des physico-chimiques. Il y a des molécules qui vont vous donner l'impression d'un certain goût, l'impression d'une certaine odeur. Donc tout ce que nous savons du monde vient de ces 5 sens. Il se trouve malheureusement que ces sens sont limités, parce qu'on ne voit que certaines couleurs, on ne peut pas voir ce que l'on serait capable de voir avec un microscope ou un télescope. Et donc, nous n'avons qu'une vision limitée de la réalité qui existe dans notre univers. Alors c'est là où la science a joué un rôle important, et c'est peut-être un des rôles les plus importants de la science, c'est qu'elle nous a permis de nous garnir de prothèses. Nous avons été capables, au cours des siècles passés, d'étendre nos sens. Alors, pour vous donner un exemple, voilà ce que l'on est capable de voir aujourd'hui. On peut voir, alors voilà, votre œil voit des objets qui sont, on va dire, du millimètre jusqu'à quelques centaines de mètres. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous allez utiliser des télescopes de différents types, ou vous allez utiliser des microscopes, voire des accélérateurs de particules pour voir à l'échelle de l'atome. Et donc ça, c'est la science qui vous l'a permis. On n'est pas capable de vous dire, par exemple, que les électrons existent si vous n'êtes pas capable de construire ces outils-là qui sont des prothèses. Donc la première acquis de la science, c'est à partir du moment où on a des théories qui nous parlent du monde, on va pouvoir utiliser ces théories pour créer des objets qui sont, finalement, nous permettent de voir mieux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même quand on est capable de voir, avec nos yeux, par exemple, eh bien, nous ne voyons pas toutes les couleurs. Nous voyons les couleurs de l'arc-en-ciel, du rouge jusqu'au violet, mais on sait qu'il existe des couleurs que nous ne voyons pas avec nos yeux. Vous avez sûrement entendu parler des ultraviolets, parce que quand vous allez à la plage, on n'arrête pas de vous dire qu'il faut mettre de la crème. Donc les ultraviolets qui sont de la lumière plus énergétique, et puis ensuite on va avoir des rayons X et gamma, et puis on a aussi d'autres couleurs comme les infrarouges et les ondes radio. Alors ces couleurs, on les a découvertes en 1800 pour les infrarouges, en 1801 pour les ultraviolets, et avant ça, on ne savait pas qu'ils existaient. On a réussi à comprendre qu'ils existaient, on a réussi à les mettre en évidence, et aujourd'hui, on est capable d'avoir des outils qui observent, par exemple, ici, le Soleil dans ses différentes couleurs, et ce que l'on fait, c'est que l'on va transformer ce que le télescope mesure en une couleur que nous pouvons voir avec nos yeux. On va faire une sorte de transposition de couleurs. C'est ce qu'on appelle des fausses couleurs. Et vous voyez, le Soleil n'a pas la même apparence si nous sommes en radio, en infrarouge ou en ultraviolet. Il a différentes natures. Pourquoi ? Parce qu'à chacune de ces couleurs, à chacune de ces fréquences, sont associés des phénomènes physiques différents. Et en regardant en ce qu'on appelle multi-longueur d'onde, multicouleurs, eh bien on arrive à apprendre beaucoup de choses sur la nature de ces objets-là. Donc ça, c'est en gros les grands progrès de l'astrophysique, on va dire, depuis tout au cours du XXe siècle, d'arriver à avoir des outils qui nous permettent de voir des choses que nous ne sommes pas capables de voir. Donc ça, c'est la première chose. Il faut l'admettre, parce que tout ce que nous disons sur l'univers et sur le monde aujourd'hui est basé sur ces technologies, est basé sur ces théories-là. Et il n'y a personne qui a fait l'expérience de voir des ultraviolets directement. Peut-être Superman, je ne sais pas s'il est capable, de voir des ultraviolets. Il faudrait demander à Roland Lehoucq, des ultraviolets directement, ou simplement, quelle est la nature de cette table. Tout à l'heure, je vous ai dit, je touche la table, je vois qu'elle est lisse et dure. Ça, c'est la description que j'en fais manifeste, c'est celle de mon sens commun. Il est clair que si je regarde cette table au microscope électronique, je ne vais pas voir qu'elle est pleine, je vais voir qu'elle est surtout vide. Elle ne va pas être lisse, elle va vous paraître rugueuse. Et donc ces outils qui nous permettent de voir ce qui n'est pas accessible à nos sens nous révèlent une réalité qui n'est pas la réalité manifeste. D'où la deuxième difficulté, qui est celle de vous parler de ce que dit la science sur le monde. Parce que si je vous parle de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand, je n'ai pas des mots qui sont associés, du langage commun qui sont associés, vous n'avez pas aussi d'intuition de ce monde-là. Et donc c'est le grand problème de la diffusion des connaissances, c'est essayer de vous faire sentir à quoi pourrait ressembler cette réalité que l'on découvre avec tous ces instruments. Alors comme je vous l'ai dit, le son ne se propage pas dans le vide, et on fait quelque chose de très intéressant avec le son. Vous avez tous écouté la radio. Alors maintenant, c'est plus tout à fait vrai à cause d'Internet où le son se propage plus exactement de la même façon. Mais moi, quand j'étais petit, qu'on avait des émetteurs, des radios qui ressemblaient à ce genre de choses, quand on disait qu'on écoutait la radio, on écoutait la voix de quelqu'un qui était dans un studio à la maison de la radio. Cette personne parlait. Le son de sa voix a été transformé par un micro en une onde électromagnétique qui était
propagé soit en modulation d'amplitude, soit en modulation de fréquence. Donc ça, c'est le AM et le FM qu'on avait sur nos radios, qui est propagé sur de grandes distances. Et puis, on avait une radio qui transformait de nouveau ces ondes électromagnétiques, ces ondes radio, en son. Donc en fait, on disait, quand on dit qu'on écoute la radio, on n'entend pas le son qui a été émis par la voix du présentateur. Cette voix a été transformée en lumière, parce que ces ondes électromagnétiques sont exactement de la même nature que la lumière. Elle est transformée en lumière pour pouvoir se traverser des kilomètres et des kilomètres dans l'atmosphère, être captée par une radio qui transforme de nouveau cette lumière en son. D'accord? Donc ça, c'est deux choses qui sont importantes. On est capable de voir des couleurs invisibles à nos yeux, et on est capable finalement de transformer des sons en lumière, et réciproquement. Donc comme je vous ai dit, dans l'univers est principalement vide, il y a un certain nombre d'objets lumineux, mais entre ces objets lumineux, il y a bien sûr quelques nuages de gaz, mais de pression très très faible, il est principalement vide. Ce qui fait qu'aucun son ne se propage dans l'univers. Donc là, on va parler un petit peu de l'univers avec du son, et donc on va se donner deux règles du jeu. La première, c'est que je vais faire des observations qui vont être des observations de la lumière avec des télescopes, que je vais avoir le droit de transformer en son, comme une radio qui transformait les ondes radio en son. Et puis, si ces sons ne sont pas dans la bande audible, j'aurai le droit de faire une transposition pour les transformer en sons que je suis capable d'entendre, de la même façon que j'ai représenté des images en fausse couleur. On est d'accord avec ces deux règles du jeu ? D'accord. Et donc, on va utiliser ces deux règles du jeu, et elles sont assez naturelles, parce que si nous étions aveugles, c'est exactement ce que l'on ferait pour pouvoir accéder finalement à ce que nous dit le monde extérieur. Alors on a commencé à partir sur ce terrain qui était très riche. Vous voyez, avec une classe de CM2, on a travaillé pendant 6 mois sur ce sujet-là, mais on s'est posé des questions. Qu'est-ce que ça veut dire de voir? Qu'est-ce que ça veut dire de savoir que quelque chose existe? À quoi sert la science? Et tout ça pour arriver à cette conclusion qu'on pouvait s'amuser à représenter l'univers en son, et les enfants, suite à ça, collectivement, ont composé une petite pièce qui parlait de leur environnement proche. Suite à cette discussion, avec Eddie Ladoire, on a parlé à la Fondation 93, on leur a dit que ça serait quand même génial de le faire, ce programme, de transformer tout ça en son et puis de l'écouter. Et ils nous ont dit, allez-y, faites-le. Et là, on a moins rigolé, parce qu'avoir des idées idiotes, moi j'adore ça, j'en ai tout le temps. Mais quand vous dites, on va composer une pièce qui va être un voyage dans la galaxie, qui va faire une vingtaine de minutes, et qu'on vous dit, bah, allez-y, on va le financer, et puis surtout le compositeur, parce qu'il y avait beaucoup de travail, et puis la création de la musique. Et bien là, vous vous mettez à réfléchir, comment est-ce qu'on fait? De quoi est-ce qu'on va partir? Quels outils, quels objets on va représenter? Et qu'est-ce qu'ils vont être au niveau sonore? Donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter là maintenant. Et ça a donné naissance à cet objet, cette cabine, qui s'appelle Vostok. Et donc la musique s'écoute à l'intérieur de cette cabine. Donc vous avez l'intérieur ici, il peut y avoir 6 personnes qui rentrent dans la cabine. Et on a utilisé une technique dans laquelle, donc c'est de la musique électroacoustique. Et dans la cabine, il y a 6 haut-parleurs. Donc le son est spatialisé. Donc vous avez la direction du son. Et puis la cabine est en métal. Donc vous avez les sons qui se réverbèrent aussi dans la cabine. Et quand on a des sons de basse fréquence, en fait, vous allez aussi les sentir vibrer dans votre corps. Ça, vous entendez des fois les vibrations dans votre corps. Eh bien finalement, c'est aussi du son que vous entendez, mais pas avec vos oreilles, avec votre corps. Donc on a joué avec tous ces objets-là. Et ce qui nous a permis finalement d'utiliser, d'écouter des objets astrophysiques et des théories de la science. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors quand j'ai fait ce travail, ça nous a pris près d'une année de travail, de discussion. Je me suis quand même demandé, mais c'est quoi ces relations qu'il y a entre science et musique? Est-ce que c'est juste un jeu, ce qu'on est en train de faire? Ou est-ce que quelque part on pourrait trouver une justification plus profonde de ces relations entre science et musique? Et alors, comme moi j'ai grandi dans les années 70, à l'époque, quand on apprenait la philosophie, on nous disait toujours, si tu veux faire une bonne dissertation, il faut toujours commencer par une bonne citation. D'accord? Ça, vous savez. Et le mieux, alors ça c'est 15 points déjà, c'est vous prenez Platon. Alors j'ai cherché, j'ai trouvé, et en fait c'est vrai cette règle, donc pour les jeunes, faites ça, cherchez une bonne citation, parce que déjà il y a tout le plan de la disserte dedans. Platon nous dit dans la République, il semble que comme les yeux ont été formés pour l'astronomie, les oreilles l'ont été de même pour le mouvement harmonique, et que ces sciences sont sœurs, comme le disent les pythagoréciens, et comme nous l'admettons avec eux. Alors vous voyez, il vous parle des yeux pour l'astronomie, des oreilles. Alors pour les mouvements harmoniques, c'est pas clair ce que ça veut dire mouvement harmonique, donc là on va chercher dans le dictionnaire, on va regarder ensemble. Et puis on nous dit où ça commence, on nous dit c'est les pythagoréciens. Ah bah ça tombe bien. Donc vous avez le point de départ et vous avez le plan de votre exposé, c'est gagné. Donc les citations, les profs de philo n'avaient pas tort à l'époque, ça marche bien. Donc on va aller suivre les pas de Pythagore, et puis ça tombe bien puisqu'on est quand même sur le salon des jeux mathématiques, donc
Il n'y a pas plus grand mythe que Pythagore. Je suis sûr que vous en connaissez beaucoup plus que moi sur Pythagore. Ceux qui sont matheux peuvent vous dire plein de choses sur Pythagore. Ceux qui ne le sont pas, je suis sûr qu'ils ont souffert, comme tout le monde, de ce fameux théorème sur les triangles rectangles de Pythagore. Il faut savoir que Pythagore est né au VIe siècle avant notre ère, dans une île qui était l'île de Samos, qui est ici. Et que certes, c'est un grand... On sait qu'il a existé. En ce qui concerne ses résultats, on ne sait pas s'ils sont tous de lui. Il y avait une école autour de lui, et donc c'est principalement des résultats de cette école dont on parle. Et alors, parmi les mythes qui entourent Pythagore, il y en a un qu'on arrive à découvrir dans beaucoup d'ouvrages, qui raconte l'histoire suivante. On dit que Pythagore se baladait dans son village de Samos et qu'un jour il serait passé devant les forges des forgerons. Il aurait observé les forgerons avec leurs marteaux et leurs enclumes, et il aurait remarqué que les enclumes et les marteaux ne faisaient pas le même son suivant la taille des enclumes et des marteaux. Ça l'aurait étonné, il se serait demandé pourquoi c'est comme ça. On dit même qu'il a demandé aux forgerons d'échanger leurs marteaux pour vérifier que cette différence de son venait de la taille des marteaux et pas de la force des forgerons. Et puis à partir de ça, il se serait posé une question sur, mais finalement, quel rapport est-ce qu'il peut y avoir entre la taille d'un objet et le son que produit cet objet? Donc ça, c'est représenté, par exemple, sur cette planche, vous voyez, qui date de 1492, où on voit Pythagore ici. Alors on voit Pythagore, qui est là-bas, on voit Pythagore ici, et il joue avec des verres remplis, plus ou moins remplis d'eau, avec des flûtes plus ou moins longues, des cordes plus ou moins tendues, c'est la valeur des masses qui est ici, des cloches plus ou moins grosses. Et donc on voit Pythagore qui fait des expériences. Alors cette figure, on ne va pas en parler des heures, mais on pourrait parler 1 heure sur cette figure, parce que quand je l'ai découverte, j'ai d'abord été étonné par le fait que Pythagore n'est pas écrit de la même façon dans chacune des figures. D'accord. Alors moi j'ai des problèmes d'orthographe, mais on m'a quand même aussi appris à l'école que quand je ne connais pas l'orthographe d'un mot, je l'écris toujours pareil dans toute la disserte pour être sûr d'avoir qu'un point en moins. Là vous voyez, à chaque fois, c'est écrit différemment. Pendant très longtemps, je n'ai pas compris, et un jour, il y a quelqu'un qui est historien de l'art qui m'a expliqué que, en fait, ce qui a voulu être représenté ici, c'est que, en faisant ces expériences, Pythagore comprend mieux le monde, et donc il change. Il n'est plus le même après avoir fait les expériences qu'avant. Donc c'est aussi pour montrer son évolution par rapport à sa relation au monde. Mais ça, je ne l'ai pas trouvé tout seul, je peux vous le dire. Ça, c'était un truc... Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a ces chiffres. Et donc, on voit qu'il fait des expériences. Et là, on a... Et je vais essayer de vous expliquer ce qu'a fait Pythagore et ce qu'il a compris. On a finalement une démarche scientifique tout à fait traditionnelle. En tant que scientifique, je peux être étonné par un phénomène de la nature, j'essaye de le comprendre, je vais faire des expériences, et puis après, je vais essayer d'arriver à une théorie qui peut être une formalisation de ce phénomène-là. Et là, on a des chiffres, donc on voit que par le chiffre, on va essayer de donner du sens à un phénomène de la nature. Et ça, c'est la démarche scientifique telle qu'on la formule aujourd'hui. Alors voyons ce qu'a fait Pythagore, et pour ça on peut prendre le cas d'une corde qui vibre. Donc un peu comme une corde de guitare ou une corde de violon, quand vous la pincez, elle vibre, elle émet un certain son. Alors depuis Monsieur Hertz, vous connaissez Monsieur Hertz? C'est pas le loueur de voiture, hein, c'est le grand scientifique, le premier qui a découvert les ondes. On appelle une unité qui s'appelle le Hertz, qui est le nombre de fois qu'une corde vibre par seconde. Donc quand ici on a un son à 440 Hertz, qu'on appelle aujourd'hui la note La, eh bien ça veut dire qu'une corde de guitare, elle vibre 440 fois en 1 seconde. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc on peut prendre cette corde, elle vibre à une certaine fréquence, disons que c'est 440, on peut donner un nom à ce son, appelons-le là. Première question, qu'est-ce qui se passe si je mets mon doigt au milieu de la corde ici ? Et donc je vais diminuer la corde de moitié, elle va être 2 fois moins longue. Est-ce que le son va être le même? Non? Est-ce qu'il va être plus grave ou plus aigu? Plus aigu, d'accord? Alors on fait l'expérience, et en fait ce que l'on remarque, c'est qu'en diminuant la longueur de 2, la fréquence est doublée, et alors c'est ce qu'on appelle une octave. En fait c'est exactement la même note, mais beaucoup plus aiguë. Et si vous jouez ces 2 notes ensemble, elles ont l'air d'aller bien ensemble. C'est pas dissonant, c'est plutôt consonant. Donc on voit qu'il y a ce qu'on appelle un accord consonant ici, qui est lié à la fraction 1 sur 2. Alors Pythagore il va déjà découvrir ça, il va se poser la question de savoir est-ce qu'on peut faire ça avec d'autres fractions numériques. Et ce qu'il va découvrir, alors là je vous la fais court parce que j'ai tellement de choses à vous raconter, mais on pourra en discuter plus aussi si vous voulez, c'est que sont liés à des rapports très simples, des couples de notes qui forment des accords consonants. 1 sur 2, c'est une octave, 2 sur 3, c'est la quinte, par exemple Do-Sol, pour ceux qui sont musiciens, et 3 sur 4, c'est une quarte, comme Do-Fa, par exemple.
Et quand vous jouez ces accords-là, les sons, ils vont bien ensemble, c'est harmonieux, c'est pas dissonant. Et là, vous voyez, ça peut être assez étonnant. Et puis en plus, après, on remarque un truc, qui est assez, ça c'est des maths de haut niveau, mais sur le salon des maths, j'ai le droit de le faire, c'est que si je prends une corde, donc je coupe par 3/4, et ensuite je prends la quinte, donc je coupe par 2/3, et bien à la fin, j'ai coupé de 1,5, ça fait une octave. Donc vous voyez les mathématiques, quarte plus quinte égale octave. On a l'impression, et ça alors Leibniz il est génial, donc regardez ce qu'il vous dit, ça c'est pour tous les musiciens qui n'aiment pas les maths, la musique est un exercice arithmétique secret et toute personne qui s'y adonne ne réalise pas qu'il manipule des nombres. Vous imaginez, je suis sûr que vous dites ça à Itzhak Perlman, il n'arrive plus à jouer quoi après, ça c'est plus possible. Mais ça veut quand même dire que quelque part, sur le fait que des sons vont bien ensemble, il y a quelque chose qui est lié à la vibration de ces objets-là, que l'on peut mathématiser, qui sont représentés par des nombres simples. Donc Pythagore va remarquer ça, et à partir de ça, il va exactement faire ce qu'on a fait avec la science, il va utiliser ça comme langage pour pouvoir créer ce qu'on appelle une gamme. Une gamme, c'est un ensemble de notes qui est la base d'un discours. Et donc, à partir de ça, il va se dire, si je prends des quintes et des octaves, je vais pouvoir créer un ensemble de notes, il va créer un ensemble de 12 notes. Alors cet ensemble ne sera pas parfait par rapport à la gamme qu'on utilise aujourd'hui. Il y a une petite dissonance qui va rester, parce qu'en fait, la raison est liée au fait que pour faire quelque chose qui bouclait sur lui-même, il fallait utiliser des nombres irrationnels que l'on a découvert que bien plus tard. Donc, c'est au XVe siècle qu'on a commencé à penser aux nombres comme racine de 2 ou ce genre de choses. Et chez les pythagoriciens, les seuls nombres qui existaient étaient les nombres entiers et les rapports de nombres entiers. Donc là, il y a eu un problème. Et à partir de ce moment-là, il y a une longue tradition entre les théoriciens de la musique et les mathématiciens pour essayer de définir une gamme qui est la plus juste possible. Et des grands mathématiciens comme Léonard Euler, par exemple, vont s'y intéresser, ou le grand maître de musique Zarlino, par exemple, qui était le maître de musique de Vincenzo Galilei, le père de son fils, de Galiléo. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui traverse l'histoire, le discours entre les maths et la musique, de savoir comment créer une gamme. Donc ça, c'est vraiment l'aspect mathématique. Et ce n'est pas l'aspect que je vais développer le plus, parce que j'ai envie de vous amener dans l'espace. Il y a quand même quelque chose d'intéressant qu'il faut remarquer avec ça, et qui va être la base d'un petit, d'un petit questionnement très intéressant, surtout quand on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que la science. Vous voyez, si je prends les nombres 1, 2, 3, 4, je peux les classer comme ça, sur un triangle équilatéral, avec 1, 2, 3 et 4 points. Et puis 1 plus 2 plus 3 plus 4, je suis sûr que vous savez aussi bien que moi, ça fait 10. 10, c'est le nombre parfait. Et donc les pythagoriciens ont représenté ces nombres 1, 2, 3, 4 sous la forme de cet ensemble de points qu'on appelle le tétractys. Et vous voyez, il encode plein de mystères de la nature. Par exemple, si je fais le rapport des lignes, 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4, ce sont les rapports harmonieux. Et puis il y avait toute une symbolique des nombres qui est codée en fait dans cette figure-là. Alors souvent je dis qu'il y a un truc assez marrant, vous voyez qu'il y a une symétrie, on peut tourner ça de 2/3, comme ça en fait faire venir ce point-là ici et ce point-là ici, si celui-là est au centre, et la figure va rester invariante. Ça c'est une symétrie. Dans les années 70-80, quand les gens ont commencé à découvrir les particules élémentaires, et qu'ils ont commencé, en particulier Murray-Gell-Mann, quand ils ont commencé à les mettre sur des diagrammes, ils ont trouvé des représentations dans l'espace des paramètres qu'ils utilisaient qui ressemblaient à ça. Et ça a permis de découvrir le groupe de symétrie qui est d'ailleurs la physique des particules. Et souvent je dis, si Pythagore avait été là, il aurait dit, mais regardez, au sein de la physique des particules, des quarks, on trouve le tétractys qui est là. On le trouve même partout. Ce truc-là est tellement important dans la pensée antique qu'il est partout. Ici, vous connaissez ce tableau. Vous connaissez ce tableau, c'est l'école d'Athènes. Donc il y a tous les grands penseurs de l'époque. Ce qui va m'intéresser, ce n'est pas les gens, c'est cette ardoise-là. D'accord ? Alors ça aussi, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est une de mes amies qui est prof à la Sorbonne. Elle m'a dit, il faut regarder là. Et vous voyez, si on voit là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit deux symboles. On voit ce symbole-là qui est en fait la gamme pythagoricienne, donc la quinte, la quarte et puis l'équation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis ici, qu'est-ce que vous voyez ? Le tétractys. Ouais, il est là. Donc en fait, il est partout, il transcende la pensée de cette époque-là. C'est vraiment la base de la réflexion. Si vous allez chez Platon, il y en a partout, des 1 plus 2 plus 3 plus 4. Et en fait, dans le Timée, il y a même Platon qui construit l'univers simplement avec les puissances de 2 et les puissances de 3. Et c'est vraiment la base de la structure de l'univers. Alors vous voyez, on arrive à partir de ça à une relation qui est assez étrange, qui va donner ce qu'on appelle l'harmonie du cosmos. Et ça, c'est une relation assez étrange entre un phénomène physique, les sons,
que l'on a vu avec les forgerons, une formulation mathématique dans ces rapports de nombres entiers qui vont vous dire quels sont les rapports harmonieux, les sons qui vont bien ensemble, qui sont consonants, et ceci a été révélé par l'expérience. Alors, je vous l'ai montré sur la corne, c'est comme ça qu'on la raconte même dans la littérature. Les gens vous disent non, mais Pythagore il n'a pas fait ça avec une corde, mais il l'explique avec une corde parce qu'il pensait que c'était plus simple. Comme quoi, vous voyez, la pédagogie, c'est pas nouveau non plus. Et à partir de ça, on est tombé sur cette représentation de ce nombre en triangle, 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10, qui devient comme l'explication de l'univers. En fait, la science nous permet d'arriver à un mystère qui est le fait que tout s'explique avec ces nombres-là, que l'on ne peut pas expliquer. Et pour Pythagore, la science, c'est le but, c'est de retrouver, elle lui permet d'atteindre le mystère qui est au cœur de l'univers. Et donc, on va tomber dans un certain mysticisme, et comme le dit Aristote, il le résume en disant « toute chose est nombre ». Toute chose est nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute chose que je peux mesurer peut être représentée par des nombres, donc des rapports de nombres entiers. Pour eux, il n'y avait que ça qui existait. Si quelque chose existe, si je peux en parler, je dois pouvoir le comparer, je dois pouvoir faire une mesure, et cette mesure doit pouvoir s'exprimer en fonction de rapports de nombres entiers. Alors ça va mener... Donc ça, c'était l'harmonie du monde, donc le fait que le monde lui-même est consonant, on va dire, et le monde, c'est cosmos. Alors ça, c'est le mot le plus important pour moi. Vous savez ce que ça veut dire cosmos? Vous ne savez pas ce que ça veut dire cosmos? Qui sait ce que ça veut dire le mot cosmos? Ne soyez pas timide quand même. Alors voilà, le premier sens, cosmos, ça s'oppose au chaos, c'est l'ordre. D'accord? Le deuxième mot, c'est un peu comme mon métier, faire de la cosmologie, ou les cosmonautes, c'est l'espace. D'accord? Il y a un troisième sens, que là aussi j'ai découvert, je vais vous le raconter de façon très très drôle. Il y a une quinzaine d'années, j'allais à une conférence, et je dis aux douaniers, ils me demandent pourquoi est-ce que vous venez là, et je leur dis je viens pour une conférence de cosmologie. Et le douanier me répond, il dit vous avez des échantillons? Alors je veux dire, après 12 heures de vol, vous êtes là, vous vous dites des échantillons? Je dis, non, je n'ai pas d'échantillons. Et ensuite je réfléchis, je dis mais oui, cosmétique. Cosmétique. Et pourquoi cosmétique et espace et beauté, pourquoi est-ce que ça a le même nom? Ben moi non plus, je ne m'étais jamais posé la question, donc je suis allé chercher. Et en fait, on tombe encore sur une autre légende qui est reliée à Pythagore encore. C'est lui qui aurait choisi, à l'époque, on pensait que tout l'univers était le système solaire, que la Terre était au centre du système solaire et que l'ensemble était contenu dans une sphère sur laquelle étaient déposées les étoiles et qui tournait autour de nous. C'est ce qu'on appelle la voûte céleste, et Pythagore lui a donné le nom de cosmos. Donc c'est pour ça que ça va donner espace. Mais ce mot-là voulait aussi désignait les bijoux des femmes grecques. Et en fait, pour Pythagore, la raison pour choisir ce mot, c'est que l'émotion qu'il avait en regardant le ciel était la même qu'il pouvait avoir quand il regardait une femme avec ses beaux bijoux. Donc quelque part, et ça c'est important, je pense que pour moi c'est quelque chose de très important, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on regarde le monde, quand on regarde l'univers, il y a toujours une émotion à la base. On cherche à le comprendre, on peut le mathématiser, apprendre des choses, mais il y a toujours une émotion qui reste au cœur de l'univers. Alors cette histoire de l'harmonie du cosmos, elle va être développée en particulier dans un très beau texte de Platon qui s'appelle le Timée, dans lequel il va dire finalement, les planètes sont sur des orbites circulaires, elles jouent de la musique, donc il imagine qu'il y a des sirènes sur chacune des planètes et que en fait toutes les planètes émettent du son et que ces sons sont dans le rapport des tailles des orbites et donc dans ces rapports harmonieux. Donc tout doit être bien ordonné dans le système solaire. Il développe ça. Aristote est tout de suite un peu dubitatif de cette question. Vous savez, c'était un physicien principalement, il disait mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pythagore dit qu'il est capable d'entendre cette musique, mais moi je ne l'entends pas. Et ça, c'est un problème. Et c'est un vrai problème qui est au cœur de notre démarche scientifique. Si moi, je crois dans un phénomène et que je ne suis pas capable de le partager avec vous pour que vous puissiez expérimenter ce phénomène, est-ce que ce phénomène est sujet à être un objet de science? Non. La science, c'est pouvoir prendre un phénomène, le partager et que ce que l'on va dire sur ce phénomène soit indépendant de la personne qui l'étudie. Et là, ce n'était pas le cas. Il n'y avait que Pythagore qui était capable d'entendre ces sons et d'en parler, de ces sons de l'univers. Donc, il y a une grande critique qui va se mettre en place et on retrouve tout un ensemble de textes sur le fait de savoir est-ce que c'est vrai ou pas ces sons qui baignent l'univers et qui finalement harmonisent l'univers et lui permettent de rester bien accordé comme un instrument de musique. Et tous les penseurs vont se battre, mais quand on prend ces textes-là, on voit que c'est exactement
les mêmes débats qu'on a aujourd'hui sur le fait de savoir est-ce que la télépathie est une science ou pas, par exemple, qu'on pourrait avoir. Et c'est vraiment sur la démarche scientifique que se passe cette question-là. Et c'est quelque chose de très très intéressant, avec des très beaux textes, par exemple celui de Cicéron dans le Songe de Scipion, où il va résumer en fait toute la structure de l'univers avec ses planètes. Donc là, vous voyez, vous avez cette tradition qui se met en place, où la musique joue un rôle qui est vraiment central, même dans la structure de l'univers, puisque l'univers est structuré par le fait que si c'était un instrument de musique qui émettait les sons qui sont liés à la taille des orbites, eh bien, on aurait une lyre bien accordée. Et en fait, le mot harmonie lui-même veut dire quelque chose d'assez intéressant. On en trouve un exemple, par exemple, dans Ulysse. Vous savez, il y a Ulysse, il est dans cette île, et à un moment, il doit construire un radeau pour pouvoir repartir. Et il prend des rondins, il prend des lanières, et il va attacher ces rondins. Et Homère nous dit qu'il harmonise les rondins. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il les met ensemble, mais le tout qu'il va construire, ce radeau, est plus que l'ensemble des rondins. Donc, il va créer du sens, il va créer à partir des éléments qu'il avait. Donc, il y a cette notion, en fait, dans l'harmonie. Et si l'univers, ce cosmos, reste ordonné, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de partir en chaos, et c'est cette harmonie de l'univers. Donc ça, c'est leur théorie, un peu, vous voyez, donc c'est une théorie cosmogonique qui va très très loin et sur laquelle les gens ont débattu pendant des années. Alors bien sûr, ça va pas en rester au grec, ça va nous parvenir à nous dans notre monde contemporain, et en particulier par Boès, qui va formaliser l'enseignement, et en particulier l'enseignement des mathématiques. Pendant tout le Moyen-Âge, les mathématiques vont être le cursus mathématique, c'est maths sup, maths spé, mode Moyen-Âge. Vous aviez les mathématiques discrètes et continues. Donc ça, vous voyez bien, il y a les points, puis il y a les courbes, on comprend un petit peu. Dans les discrètes, il y a celles qui sont absolues. Alors ça, absolu, c'est les nombres, 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est l'arithmétique. Et relative, les rapports, donc 1 sur 2, 2 sur 3, c'est quoi? Ça, c'est la musique. Donc la musique, c'est la science mathématique des rapports. Et puis on a les mathématiques continues. Si elles ne bougent pas statiques, on appelle ça de la géométrie, les triangles, les ronds, tout ça. Et puis si c'est dynamique, on appelle ça de l'astronomie. Donc toute personne qui étudiait la science, on va dire jusqu'au XVIe siècle à peu près, et qui apprenait les mathématiques, apprenait la musique et l'astronomie. Ça ne veut pas dire que c'était un bon musicien, ça ne veut même pas dire qu'il composait, mais c'était une sorte de théoricien de la musique. Ce qui veut dire que parfois, chez certains penseurs, on lit des arguments de mathématiques qui sont écrits sous forme de texte, pas de texte sur la musique, par exemple. On vous parle d'accords alors que c'est des démonstrations sur les fractions. Et on peut aussi comprendre pourquoi des grands penseurs vont à la fois faire des contributions énormes en mathématiques, ce qu'on appellerait des mathématiques aujourd'hui, et en astronomie. Ils connaissaient tous l'astronomie. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si vous regardez la science de cette époque-là, vous ne pouvez pas la juger avec les barrières disciplinaires que l'on a aujourd'hui dans notre enseignement et dans notre pensée. Si vous vous dites « Ah ben c'est un musicien ou c'est un astronome et ce n'est pas un mathématicien », en fait vous vous trompez. À l'époque, des gens comme des Galilée, des gens comme Newton, des gens comme Kepler, comme Oreste, étaient des mathématiciens, mais en fait c'était des penseurs qui englobaient toutes ces disciplines-là. Alors ça c'est important parce que on doit toujours être en train de réfléchir sur les barrières disciplinaires que l'on a dans les différents domaines. Aujourd'hui, on fait des distinctions, par exemple, entre maths et physique, et on voit que ces distinctions, si on essaye vraiment de savoir où se trouve la limite, on ne les trouve jamais. Il y a des problèmes de physique qui deviennent des problèmes de maths, et puis on voit que les maths ont envahi plein de domaines jusqu'à la biologie, et en fait, il y a un moment où la notion de barrière disciplinaire ne fait plus vraiment sens. Elle est utile d'un point de vue pratique, parce qu'on doit avoir des enseignements qui sont bien carrés, et pour pouvoir enseigner, pour pouvoir avoir des programmes, pour pouvoir juger les gens, en particulier si on a des comités, mais elles sont aussi limitatives, parce que dans un domaine précis, vous avez votre vocabulaire, et quand vous parlez avec votre collègue d'à côté, vous ne parlez pas exactement de la même chose. Donc vous avez entendu parler de l'interdisciplinarité et tout ça, et c'est quelque chose dans l'histoire des sciences qui est aussi important, c'est qu'au moment où on avait des choses qui se trouvaient à la frontière de deux disciplines, de devoir redéfinir le langage pour parler des phénomènes, et beaucoup de grandes découvertes, d'avancées dans l'histoire des sciences, viennent du fait qu'on a chamboulé les limites entre disciplines. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc je reviens à mon harmonie du monde, et son point culminant, ça va être un astronome. Alors, sur Wikipédia, dans les encyclopédies, on dit que c'est le plus grand astronome de son époque, du XVIIe siècle, Johannes Kepler. Et Johannes Kepler écrit un livre qui s'appelle L'harmonie du monde, qui a un gros pavé comme ça, mais qui est très lisible. Alors, je ne connais pas de traduction française, il y a une traduction en anglais
qui est merveilleuse et qui est compréhensible. Et donc il commence à regarder sur des propriétés des polygones réguliers, donc les carrés, les pentagones et ainsi de suite, sur les proportions harmoniques en musique. Donc il résume tout ce qu'on savait de la théorie de la musique, cette fois-ci en astrologie. Bon, il était un petit peu payé pour ça aussi, donc il y a un moment il faut aussi dire des choses, c'était son métier de faire des horoscopes, et puis sur l'harmonie des orbites planétaires. Et là, ça va être très intéressant, parce que ce texte, on a l'impression que c'est un texte un petit peu fumeux sur quelle musique émettent quelle planète, mais quand on regarde dans ce texte-là, il y a ce qu'on appelle les 3 lois de Kepler de l'astronomie. Tous les étudiants, maintenant peut-être pas, vous êtes trop jeunes vous, mais en terminale, classe prépa, ils apprennent ça. C'est ces lois-là qui ont permis à Newton finalement de bien comprendre que sa loi de la gravitation était la bonne loi de la gravitation. Et en fait, sa motivation, c'est de comprendre la vitesse d'une planète le long de son orbite. Et pour ça, il énonce les 3 lois de Kepler et il calcule la vitesse des planètes connues le long de leur orbite. Et une fois qu'il a ça, il va se dire, je vais pouvoir associer à chaque vitesse une note de musique. Vous voyez, si j'ai quelque chose qui tourne en rond, il y a une seule fréquence, la fréquence du mouvement. Et je peux associer une seule note à ce mouvement-là. Si maintenant j'ai une ellipse qui est une sorte d'un cercle aplati, donc je vais avoir un mouvement qui est comme ça, la planète va aller plus vite quand elle est proche du Soleil, et elle va aller plus lentement quand elle est loin. Donc il va y avoir une vitesse maximale, une vitesse minimale, que l'on va associer à une note grave, une note aiguë. Et il est capable de calculer ça, et il les donne. Voici pour les différentes planètes ce que Kepler dit, voilà le champ des planètes selon Kepler. Chant que personne n'entend, bien sûr, vous voyez, il est purement symbolique, mais Kepler est quelqu'un de très fin et en plus très très drôle, et puis il commande beaucoup ces petites figures. Alors lui il dit, moi je ne suis pas musicien, je le donne, s'il y a des gens qui veulent composer, faire quoi que ce soit avec ça, bien à eux. Et il dit, il y a quand même un problème, c'est que vous voyez, j'ai marqué les notes, mais toutes les vitesses, on passe par toutes les vitesses, entre la plus petite et la plus grande, donc il faudrait y aller de façon continue, mais je suis obligé de vous mettre des petits points, donc ça le gêne. Alors aujourd'hui, avec la musique électroacoustique, on peut faire des continuums, donc on peut les écouter de façon continue. Et puis il fait un autre petit commentaire en marge de son livre sur la Terre. Il dit la Terre chante les 2 notes, mi-fa, mi-fa. Et il dit c'est normal parce que sur la Terre, nous errons entre miseria et famina. Voilà. Donc la prochaine fois que vous votez, vous savez, c'était déjà à Kepler 1619, c'était dit. Alors cet aspect-là, vous voyez, de ce lien entre musique, mathématiques et astronomie, qui est assez théorique finalement, parce qu'on a juste les orbites des planètes, va inspirer beaucoup de compositeurs. Je vous en ai mis quelques exemples ici. Donc on a des compositions anonymes du XIIe siècle. Jean-Baptiste Lully le fait de façon magistrale, sauf que bien sûr le Soleil c'est le roi Soleil et les planètes c'est les ministres. Donc c'est très satirique. Je pense que c'est encore d'actualité. Joseph Haydn dans Le Monde de la Lune. Gustav Holst, c'est plus astrologique. Et puis si vous allez sur Internet, vous pouvez l'écouter. Ça, c'est une version de Kepler, mais électroacoustique, ça dure 23 minutes. 23 minutes qui représentent une des orbites de Pluton. Et on part du Soleil, on va vers l'extérieur en électroacoustique. Je ne peux pas vous le faire écouter ici, c'est un peu trop long. Et puis avec Eddie Ladoire, on s'est amusé à le faire, mais on a changé de point de vue. On s'est dit, au lieu de prendre le mouvement des planètes autour du Soleil, prenons le mouvement des étoiles autour du centre de notre galaxie, puisqu'on est capable de les observer aujourd'hui. Et là, on a des orbites qui sont très elliptiques, et donc qui nous donnent une richesse musicale qui est très très grande. Donc on s'est amusé à jouer avec ça. C'était un petit hommage à Kepler. Bon, mais néanmoins, pour l'instant, je vous ai raconté des choses sur l'histoire des sciences, mais ces sons-là, c'est plutôt des sons symboliques, parce qu'on a associé des sons à des planètes, comme on l'a dit, dans le système solaire. Tout est vide, à part juste la petite épaisseur d'atmosphère autour de la Terre, où on a la chance de pouvoir écouter de la musique. Il n'y a pas de son dans l'univers. Est-ce qu'on peut parler de ces trucs-là, de ces images-là, en musique? Vous voyez, il y a plein de choses sur ces images. On voit des galaxies qui ont différentes couleurs, différentes formes. Est-ce qu'on peut s'amuser à prendre ces signaux, les écouter, et puis se donner un matériel musical, puis apprendre aussi des choses sur ces objets-là? Alors on va commencer par, dans les orchestres, il y a plein de sections, par les rythmes. J'aime bien les rythmes, ça swing un peu le rythme. Alors on va commencer par les rythmes dans l'univers. Alors les rythmes dans l'univers, on les a découverts en 1967. En 1967, à l'université de Cambridge, il y avait une jeune astronome qui faisait sa thèse, qui s'appelait... Ah, ça y est, j'ai un trou, je suis fatigué. Jocelyn Bell. Jocelyn Bell, elle faisait sa thèse, elle développait un radiotélescope. Alors un radiotélescope, ce sont des grandes antennes comme ça, qui mesurent des ondes radio.
et à partir desquelles on va essayer d'apprendre des choses sur notre univers. Et elle détecte un jour un signal qui est un signal très très précis, avec une fréquence bien précise. Elle montre ça à son directeur de thèse, qui la croit pas trop. Ça semblait bizarre, parce qu'un signal qui est extrêmement précis, comme le tic-tac d'une horloge, d'accord ? Est-ce qu'un phénomène de la nature, vous sentez quelque chose qui est aussi précis qu'une montre suisse ? Tic-tac, tic-tac. Ça vous paraît bizarre. Donc il n'y croyait pas trop. Il avait bien raison de ne pas trop y croire. C'était un télescope qui venait à peine d'être développé. On n'était pas sûr si on n'était pas en train de capter des signaux radio d'une maison qui était un peu plus loin ou quoi autre. Mais il a fallu prouver que ce signal venait bien de l'espace. Elle continue. 6 mois après, elle arrive à prouver que ce signal est vraiment un signal d'origine astrophysique et elle en détecte un second. Elle présente ça à son directeur de thèse. Elle convainc tout le monde, mais on ne sait pas ce que sont ces objets. Alors on va les appeler... D'abord, on va leur donner un nom de code, on va les appeler LGM, LGM1 et LGM2. Vous savez pourquoi ? Little Green Man, les petits hommes verts, en anglais, pardon, les petits hommes verts. Et donc la raison c'était ça, c'est que c'était comme des horloges ultra précises, et c'était derrière, il y a un peu de cette idée de l'horloger. S'il y a un phénomène ultra précis, c'est qu'il y a quelqu'un qui a créé quelque chose d'ultra précis. En fait, ils pensaient que peut-être ils étaient en connexion avec une civilisation extraterrestre. Et puis il y avait des problèmes de physique. Ces objets étaient très loin, ils émettaient des signaux, donc ça voulait dire qu'ils étaient très énergétiques, très lourds. Mais ils tournaient très très vite sur eux-mêmes, plusieurs fois par seconde. Quelque chose qui tourne rapidement sur lui-même doit être petit. Vous imaginez un truc avec son inertie. Et donc c'était des objets qui paradoxalement devaient être à la fois petits et gros. Et ça coinçait. Ils ont réussi à comprendre... Parce qu'on est dans les années 60, fin des années 60 à l'université de Cambridge, au moment où Roger Penrose, Stephen Hawking commencent à travailler sur les astres compacts, que l'on peut être gros par sa masse, mais petit par sa taille. Ah oui, c'est possible. Dans ce cas-là, on est dense. Et ces objets-là, ce type d'étoiles, on n'avait aucune idée si elles existaient. Il y avait certains astrophysiciens dans les années 50 qui avaient commencé à postuler leur existence, mais on n'avait aucune preuve de leur existence. Et en fait... Ce que Jocelyn Bell avait détecté, c'était le premier pulsar, et ces pulsars, ce sont des étoiles à neutrons, donc des étoiles qui peuvent avoir, par exemple, la masse du Soleil, mais qui peuvent avoir 10 km de diamètre. Donc vous prenez tout le Soleil, 700 000 km de diamètre, et vous ramenez ça à la taille de Paris. Donc la matière est presque dans son état nucléaire, c'est quelque chose qui était un petit peu au dehors de ce que l'on pouvait penser. Le seul qui avait vraiment eu l'idée de cet état de la matière à l'époque, c'était Lev Landau, le grand scientifique soviétique à l'époque, qui a eu même le prix Nobel pour ces idées-là. Et donc ils ont détecté ces objets-là. Et en fait, ces objets-là ont un champ magnétique qui est très intense, et quand le champ magnétique tourne, eh bien ça va émettre des ondes radio. Et donc on peut détecter les ondes radio qui viennent de ces objets très lointains. Alors je vais vous faire écouter un pulsar, c'est le pulsar qui s'appelle le pulsar Vela, le pulsar de la voile, qui se trouve dans l'hémisphère sud. Et donc on estime qu'il s'est formé il y a 12 000 ans. Donc je vous fais écouter que quelques secondes parce que c'est la même chose depuis 12 000 ans. Hein. Donc, ah, mince, qu'est-ce qui se passe? Alors il faut revenir en arrière. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Tac, 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 tac. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pulsar a un peu une signature différente parce que ça va dépendre de sa taille, de sa masse, du type de la valeur du champ magnétique et ainsi de suite, de l'angle en fait du champ magnétique par rapport à l'axe de visée. Donc en fait, cette fréquence-là permet d'identifier les pulsars et de les identifier comme une carte d'identité. Donc là, on avait découvert des nouveaux objets et puis ils émettaient ce son-là, donc on pourrait s'amuser avec. Alors ça a été fait. Ça a été fait par un compositeur français qui s'appelle Gérard Griset. Et Gérard Griset a travaillé avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jean-Pierre Luminet, que j'ai rencontré quand je faisais ma thèse à l'Observatoire de Meudon. Et ils ont écrit Le Noir de l'étoile, dans lequel le pulsar Vela est là, fait du rythme, son tac 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 tac, et puis les percussionnistes de Strasbourg, eh bien, font des rythmes improvisés. C'est pas improvisé, c'est surtout pas improvisé, c'est millimétré en termes temporels. Et le pulsar nous emmène dans un univers sonore de rythme que l'on peut voir quand on voyage dans l'univers. Donc vous voyez, eh bien, la nature nous donne des sons, on peut s'amuser avec, et on peut aussi se poser la question de savoir d'où viennent ces rythmes dans l'univers et les comparer à des rythmes humains. Donc on a des sons, on a des rythmes. Donc maintenant il nous faut des sons, donc il nous faudrait des objets qui vibrent, un peu comme les tambours. Donc je vais vous raconter une histoire de tambour à différentes dimensions.
Et je me permets, parce qu'on est dans le salon des maths quand même. Donc mon histoire de tambour, elle commence par là, avec un gros tambour... Non, bon, pardon. Donc il y a ici, vous reconnaissez les gens, quand je parlais de gros tambour, je ne parlais pas de lui, mais on est... Est-ce que vous savez où et quand nous sommes? C'est qui le monsieur là? C'est qui le monsieur? Ouais, c'est Napoléon. Donc c'est Napoléon, nous sommes aux Tuileries, et le monsieur qui est là, vous voyez, il a un archet de violon, il s'appelle Ernst Chladni, et puis ici, il y a une plaque métallique sur laquelle il a déposé du sable, et quand il prend son archet, qu'il fait vibrer la plaque vibre, les petits grains de sable sur la plaque se mettent à sauter, et ils se regroupent sur des... Ah, j'ai oublié la figure, c'est pas grave. Se mettent sur des lignes, et on voit des figures apparaître. Donc ce monsieur a découvert ce phénomène, c'est un physicien, il essaye de le comprendre, il n'a pas d'explication en termes de théorie physique, et il voyage en Europe pour faire des démonstrations. C'est aussi quelqu'un qui a inventé plusieurs instruments de mesure, et il est là il fait sa présentation devant Napoléon et plusieurs membres de l'Académie des sciences, et Napoléon trouve ça mais extraordinaire. Et il demande à l'Académie des sciences d'offrir un prix à qui sera capable d'expliquer ces figures que M. Chladni est en train de produire. Et pour ça, il faut comprendre comment une plaque vibre. Et ça va amener sur une grande pente de la physique, de savoir comment est-ce que les objets vibrent. D'accord? Et un instrument de musique, c'est d'abord quelque chose qui vibre. Et la personne qui va gagner le concours, après une histoire longue et tortueuse, est Sophie Germain. D'accord? Donc une femme, et qui sera la première femme à gagner un prix de l'Académie des sciences. Donc on comprend qu'il y a une relation entre la forme de l'instrument, les sons que ces instruments peuvent émettre. Alors on va chercher des objets qui vivent dans l'univers, et les premiers objets dont on a été capable de mesurer les vibrations, le premier objet, c'est le Soleil. Alors on est dans la fin des années 60, et les observations du Soleil nous montrent que la surface du Soleil vibre. Il y a des vibrations. Donc bien sûr, il n'y a pas de son, parce qu'entre le Soleil et nous, c'est le vide. Mais le Soleil, c'est de la matière, et il a même une atmosphère, la coronosphère, et puis ça vibre. Alors on est capable de mesurer ces vibrations aujourd'hui, parce que si ça vibre, il y a des parties qui se rapprochent de vous et des parties qui s'éloignent de vous. Donc il y a en physique un effet qu'on appelle l'effet Doppler, qui vous permet de mesurer la vitesse. Et donc on arrive à mesurer les vibrations du Soleil, de façon très très précise. Alors pourquoi est-ce que le Soleil vibre? Parce qu'il n'y a personne qui tape dessus. Quand un tambour, c'est simple, on tape dessus, ça vibre et puis ça s'arrête. Pourquoi est-ce que le Soleil, ça vibre? Ouais, c'est chaud, c'est parce que c'est lié à la chaleur. C'est un peu, c'est comme à la cuisine quand on fait les pâtes, c'est exactement la même chose, c'est la casserole. Le Soleil, les réactions nucléaires se passent dans le cœur du Soleil. D'accord? Et donc cette énergie, cette lumière doit sortir, donc il faut l'évacuer. Le truc, c'est que vous avez bien vu quand vous mettez votre casserole, au début vous chauffez peu, on a de la diffusion, on voit pas de tourbillons. Donc là, c'est de la diffusion. Et puis après, c'est pas assez. Il va y avoir des courants de convection qui vont se mettre en... Et là, on voit, même votre casserole, elle fait du bruit. Et bien, c'est la même chose. Et donc, il y a des courants de convection qui se mettent en place, et ça tape sur la surface du Soleil. Et donc, le marteau du tambour, c'est la convection qui est liée aux réactions nucléaires, et la peau du tambour, c'est la surface du Soleil. Donc, le Soleil, c'est vraiment un gros tambourin qui tape tout seul sur lui-même. Alors ça, on a découvert ça au début des années 60, et ça a permis de comprendre beaucoup de choses, parce qu'une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir étudier les ondes qui se propagent dans le Soleil. C'est exactement ce que vous faites avec la sismologie sur Terre. Donc on a été capable de faire de la sismologie solaire, ce qu'on appelle l'héliosismologie, et cette chose-là nous a permis de comprendre beaucoup de choses sur la structure interne du Soleil, le fait que le cœur ne tournait pas à la même vitesse que l'extérieur, sur la composition chimique, sur la façon dont la température variait avec le rayon, et donc ça a été vraiment une nouvelle fenêtre sur le monde. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on comprend quelque chose en science, ça nous donne un nouvel instrument de mesure, une nouvelle façon de comprendre les objets. Alors on peut mesurer ces fréquences, et à partir de ça, on peut faire comme un synthétiseur. Un synthétiseur, ça prend toutes les fréquences qui ont été échantillonnées d'un instrument, ça les recombine et ça vous donne le son de votre instrument. Donc on peut, ici sur Terre, à partir des observations de la fluctuation du Soleil, écouter le son du Soleil. Alors écoutons un bout de Soleil. Ça continue longtemps comme ça. Alors quand même, juste un point, vous savez que plus l'instrument est gros, plus le son est grave. D'accord, hein, le violon, la contrebasse, c'est pareil, mais
Et donc la contrebasse, donc le soleil c'est vraiment très très gros, le son est vraiment très très grave, ce qui fait que si on avait juste fait une transcription de ces fréquences en son, on n'entendrait rien, ça serait des infrasons. Il a fallu les transposer de 18 octaves pour que ça donne les sons que vous entendez là. Alors on a découvert que le soleil vibrait comme un tambour, exactement comme un tambour, et on a réussi à reconstruire son son. Alors bien sûr ce son ne se propage pas entre le soleil et nous, mais on arrive à le reproduire sur Terre. Mais on pourrait le faire avec d'autres étoiles. Et donc les astrophysiciens se sont posé la question et ils ont créé cette science qu'on appelle l'astérosismologie, donc la sismologie des étoiles. Et maintenant on a des banques de catalogues, des vibrations de plein d'étoiles dans notre voisinage. Et donc je vais vous en faire écouter quelques-unes. Ici vous avez Alpha du Centaure, qui est une étoile double. Vous reconnaissez la Croix du Sud si vous avez eu la chance d'aller dans l'hémisphère sud. Et pour chaque type d'étoile, alors c'est où ? Ça, c'est pas les étoiles. Donc vous voyez, c'est un son complètement différent. Voilà. Donc on a des catalogues de sons d'étoiles reconstruits à partir d'observations astrophysiques. On a transformé de la lumière en son et on a fait des catalogues. Et j'ai une collègue qui s'appelle Sylvie Vauclair de l'université de Toulouse qui a travaillé avec un compositeur, Claude Samuel Lévin, et ils ont, à partir de ces sons-là, ils se sont dit on va en prendre 12 qui sont à peu près les do, ré, mi, fa, sol avec les dièses et les bémols, et puis ça va nous faire une gamme, ils ont appelé ça une gamme stellaire, ça fait vraiment super chic, et ils ont créé des composés. Alors, ils utilisent beaucoup la thérémine et l'onde Martenot pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez regarder sur Internet, c'est merveilleux. La thérémine, je peux vous raconter 1 heure dessus, c'est trop fabuleux comme instrument de musique en termes de la physique, mais on n'a pas le temps. Donc voilà, donc on a trouvé, on avait nos rythmes, on a nos tambours, et on voit que toutes ces choses-là nous ont appris à comprendre quelle était la structure interne de ces objets-là. Alors là, comme vous êtes des matheux, quand même, vous avez bien vu que on a fait vibrer une corde, donc ça c'est un objet à une dimension. On a fait vibrer la surface d'une étoile, où ici voilà, c'est une figure de vibration d'un violon avec ces lignes nodales qui se ressemblent, donc c'est des surfaces à 2 dimensions. On a dû développer des théories pour comprendre la vibration d'une corde à 1 dimension et puis pour les objets à 2 dimensions. Je vous ai dit le départ ici, c'était Sophie Germain. Ici, c'est Sauveur, un des premiers à faire la théorie de la corde vibrante. Marin Mersenne aussi a beaucoup travaillé sur la corde vibrante. Ces gens étaient complètement fous à l'époque. Dans les Tuileries, ils avaient tissé une corde de 11 mètres qu'ils faisaient vibrer. Ils mettaient des petits morceaux de papier au rang des nœuds pour vérifier le nombre de nœuds et ainsi de suite, et vérifier que les quantifications des modes étaient bien ce que Mersenne avait prédit. Donc c'était vraiment de la science. C'est mieux que le CERN en fait, quand on y pense, une corde de 11 mètres comme ça. Et alors on peut se poser la question, est-ce que des objets à 3 dimensions peuvent vibrer aussi si on a fait 1 et 2 ? Vous savez, les mathématiciens, s'ils ont fait 1, 2, après ils vous font jusqu'à l'infini. Donc, est-ce que 3, ça peut marcher ? Parce que, vous voyez bien, on est dans notre espace à nous, il n'y a pas d'espace extérieur et notre espace a 3 dimensions. On pourrait se poser la question de savoir, est-ce que l'espace lui-même vibre ? Et en fait, l'espace peut vibrer. Je vous ai dit que l'espace était vide, et c'est vrai, mais il n'a pas toujours été vide. Si je remonte dans le passé, entre le Big Bang et 380 000 ans après le Big Bang, l'univers était tellement chaud et dense que la matière était plutôt dans un état qui ressemble à l'intérieur des étoiles. Donc on avait la possibilité d'avoir des ondes acoustiques, des ondes de pression qui se propageaient dans l'univers, et on a été capable de les observer. Vous avez peut-être entendu parler du satellite Planck, qui a eu ses résultats, c'était en 2013. D'ailleurs, pour ceux qui suivent l'actualité, là, la personne qui était le patron du satellite Planck, qui est un Français, Jean-Loup Puget, a gagné 2 très très grands prix internationaux, le prix Gruber, qui est le plus grand prix de cosmologie, et le prix Shaw en astrophysique, qui est l'équivalent du prix Nobel d'astrophysique. Je dis ça parce que les mathématiciens disent médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel de... Ok, ça c'est une plaisanterie. Donc c'est juste pour vous dire que cet objet-là, on peut avoir ces vibrations, et on peut s'amuser à regarder les modes de vibration de cette carte-là, un petit peu comme quand j'ai une note de musique. Si j'entends un La, j'ai la fréquence du La, mais j'ai tous les harmoniques, et donc le La d'un piano ou le La d'un violon n'a pas la même couleur. Eh bien, c'est parce que le même timbre, c'est parce qu'il a différentes harmoniques. Donc on est capable de développer, de comprendre ces harmoniques, mais ces harmoniques, ce sont des ondes qui se placent dans notre espace. Imaginez que l'espace, au lieu d'être infini, soit fini, qu'il se recourbe sur lui-même comme un tore ou ce genre de choses.
Ben dans ce cas-là, le fait qu'on soit dans une boîte fait qu'il y a des modes de vibration qui ne pourront pas exister. Et ça, c'est quelque chose qu'on a regardé avec mes amis, donc il y avait Roland Lehoucq, Jean-Pierre Luminet, Alain Riazuelo et Jeffrey Wicks aux États-Unis. Et on s'était posé dans les années 2000 de savoir si à partir de ces cartes, on pouvait tester si l'univers était fini ou pas. D'accord ? Et donc on avait à l'époque, alors ça c'est une histoire aussi assez drôle, c'est qu'à l'époque, quand les données du satellite WMAP américain ont été publiées, on avait trouvé qu'il y avait un meilleur accord si l'univers était fini et qu'il aurait la forme d'un espace de points carrés, donc qui est donné par un polyèdre, un dodécaèdre. Vous imaginez, c'était tellement fou comme idée qu'on l'a publié dans le journal Nature qui en a fait sa couverture. Alors bien sûr, à partir du moment où vous avez ça, si vous avez la forme, vous allez avoir plein de conséquences qu'on ne pouvait pas avoir à l'époque. Il a fallu presque 10 ans pour se poser la question de savoir est-ce que cette hypothèse qui était tout à fait en accord et qui était même en meilleur accord que l'hypothèse d'un univers infini pour les premières données de WMAP tenait la route ou pas. Et il a fallu presque 10 ans pour prouver que ce n'était pas le cas. Mais là encore, vous voyez, ça, c'est dans la démarche scientifique. Tant que ce n'est pas impossible, vous avez le droit de le postuler. Puis après, il faut aller chercher toutes les signatures pour savoir si votre proposition passe chacune des signatures, ce qui ne veut pas dire qu'elle est vraie, c'est juste qu'elle n'est pas exclue, ou s'il va y avoir des prédictions qui vont être mises en défaut. Et là, donc, c'était l'espace dans son ensemble qui vibrait. Tout à l'heure, je vous montrerai un autre moment d'espace qui vibre. Donc là, je vous ai parlé un petit peu d'astrophysique. Maintenant, il y a les théories de la physique. Parce que moi, mon quotidien, ce n'est pas d'observer les étoiles, c'est plutôt de faire des choses comme ça. Ça vous inspire, je sens. Ça, c'est une théorie de la physique. Est-ce que vous la reconnaissez? Vous la reconnaissez pas? Il faut lire, regardez. Qu'est-ce qui est marqué là? Voilà, ça, ce n'est pas la théorie du boson de Higgs, mais c'est des petits trucs autour de la théorie du boson de Higgs. Donc ça s'écrit comme ça. Vous voyez, avec des petits graffitis ici, qu'on appelle des graphes de Feynman. Est-ce que ces choses-là, on peut s'amuser à les écouter? Oui, vous avez envie de dire oui. De toute façon, il faut toujours dire oui dans la vie. C'est là où il se passe des bonnes aventures. Alors, en fait, ce qu'on a découvert en étudiant le monde à partir du début du XXe siècle, notre vision sur la matière qui existe autour de nous a radicalement changé avec le développement de ce qu'on appelle la mécanique quantique. Théorie que je ne vais pas vous expliquer, du moins pas en 5 minutes, mais dont une des conclusions est que chaque particule de matière est aussi une onde, donc elle vibre. Cette théorie nous dit que dans l'univers, tout vibre. Les atomes vibrent, et c'est ça qui peut donner certaines de leurs couleurs. Les particules élémentaires vibrent, et c'est quelque chose que l'on a prouvé expérimentalement. Si tout vibre, alors chacun vibre de façon un peu différente, eh bien on peut utiliser ces vibrations pour se dire, écoutons le monde vibrer, écoutons les quarks, les atomes d'hydrogène, écoutons tout vibrer. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque, à peu près, dans les années 30, il y avait un de mes compositeurs préférés, Edgar Varèse, qui est un compositeur français qui habitait à l'époque à New York, qui est inspiré par les développements de la science. Et regardez ce qu'il écrit. Il dit je ne m'appelle pas... j'ai décidé d'appeler ma musique du son organisé. Et moi-même, pas un musicien, mais un travailleur de rythme, de fréquence et d'intensité. Bref, un physicien de laboratoire, quoi. Donc il a commencé à se dire on doit pouvoir penser la musique différemment parce qu'on est dans une époque où on est en train d'avoir de l'électronique, des signaux qu'on est capable de manipuler. Et il se rend compte qu'on peut faire la même chose. Au lieu d'avoir du son produit par des instruments, on va pouvoir avoir des sons électroniques. Et voilà une partition de Varèse ici. Et voilà ici un spectre d'absorption de gaz dans l'univers. Vous voyez, il y a quand même une ressemblance fabuleuse entre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre des musiciens devant ça et leur dire jouer. Et il y a des gens qui sont capables de jouer des choses. Je pourrais vous montrer certaines partitions de musique qui sont tout à fait similaires. Alors bien sûr, se pose la question du langage, parce que quand c'est des points sur une ligne, on a appris à lire ce langage, donc on sait traduire pour reproduire, mais là aussi, derrière, bien sûr, quand il écrit ça, il y a un langage que l'interprète doit pouvoir apprendre. Donc on sait que tout vibre, et à partir de là, on peut s'amuser à écouter la plupart des théories de la physique. Donc ici, ça va même très très loin, parce qu'on a découvert toutes les particules élémentaires, et aujourd'hui, on est en train de travailler sur le fait que l'espace et le temps eux-mêmes seraient quantiques et pourraient vibrer. C'est ce qu'on appelle la gravitation quantique. Personne ne peut vraiment vous dire ce que c'est, parce que c'est des théories qui ne sont pas abouties. Mais parmi l'ensemble de ces théories, il y en a une dans laquelle l'origine de la gravitation et de la matière, ce sont des petites cordes qui vibrent. On appelle ça la théorie des cordes. Et en fait, les modes de vibration de ces cordes, donc les notes,
ce sont des particules élémentaires. Vous imaginez, non je ne vais pas dire le mot, mais puisqu'il y a des enfants, vous imaginez Pythagore, l'état dans lequel il aurait été si on lui avait dit l'essence de l'univers, c'est des cordes qui vibrent. C'est tellement fabuleux que quelques années avant qu'on développe ces théories, il y a un musicien qui s'appelle Frank Zappa, qui a pris ces idées vraiment au sérieux. On est à la fin des années 60 et en 1967, on découvre pour la première fois le fond diffus cosmologique. Donc vous avez cette photo que je vous ai montrée du satellite Planck. C'est détecté par 2 Américains. Ils donnent la fréquence de ce signal qui baigne l'univers dans son ensemble. Et Frank Zappa fait exactement ce que j'ai fait avec le sel. Il va transposer pour dire ça correspond à quelle note cette fréquence. Et il se rend compte que c'est un si bémol, je crois 2348 octaves avant le si bémol qui est au milieu du piano. Et donc il arrive à la conclusion que dans l'univers, il y a un son qui est un si bémol, qui est l'explication de toute chose. Il appelle ça the big note, la grande note. Et en fait, il écrit des morceaux, des textes autour de la big note qui sont l'explication ultime du monde. Donc, vous voyez, il retombe dans le tétractys de Pythagore, c'est qu'à la fin, on lui a dit on a détecté quelque chose, et il devient non scientifique, il se le réapproprie pour créer quelque chose qui a une dimension artistique, mais qui, quelque part, questionne la seule question auquel des gens comme moi ne peuvent pas répondre, qui est celle du sens ou de l'origine de l'univers. Et donc, lui, il va y mettre quelque chose, il fait ce qu'il veut, il a le droit. Voilà. Et c'est vraiment la limite, c'est aussi ce genre de démarche qui nous prouve la limite entre ce que le scientifique peut dire et ce que l'artiste peut récupérer et créer autour de ça. Et ça, il a tout à fait le droit. Alors je vous ai mis quelques morceaux ici qui ont été inspirés par le cosmos, par Bernard Parmigiani, qu'on pouvait croiser dans le 14e régulièrement. Et je vous ai mis Frank Zappa, il y en a énormément. Et beaucoup de compositeurs contemporains s'inspirent aujourd'hui de ce genre de phénomènes physiques. Bon, mais est-ce que tout ça, c'est juste un jeu ou est-ce qu'on peut vraiment apprendre quelque chose sur la science? Ou est-ce qu'on est juste en train de s'amuser, on transforme, on joue, on passe ça à des compositeurs, on est content? Ou est-ce qu'on peut vraiment apprendre quelque chose? Ça serait bien qu'on puisse apprendre quelque chose quand même. Vous vous rappelez ça? Si vous n'avez pas vu le film, vous allez le voir. C'est Contact. C'est Jodie Foster. Jodie Foster dans le film Contact de Robert Zemeckis, le roman de Carl Sagan. Et dans ce film, si vous ne l'avez pas vu, Jodie Foster est une astrophysicienne qui travaille sur la recherche des extraterrestres et qui essaye de détecter des signaux qui pourraient être des signaux extraterrestres. Et alors, comment est-ce qu'on fait ça concrètement? On mesure plein de choses. Aujourd'hui, on dirait qu'on a des big data. Mais il faut en sortir quelque chose de ce truc que personne n'arrive à lire. Et donc, on a des algorithmes de recherche de ce type de signaux. Donc, on a une idée préconçue de ce que l'on va chercher, parce que sinon, on ne peut pas trouver. Et elle, alors il y a les informaticiens qui travaillent, et elle fait autre chose. Elle a des raisons pour ça, qui sont son histoire, mais je ne vais pas vous la raconter, personnelle, que je ne vais pas vous raconter. Mais vous voyez, elle a un casque sur la tête, et elle écoute les signaux qui sortent des radiotélescopes. À votre avis, quel est le premier de l'ordinateur ou des oreilles qui va détecter le premier les extraterrestres? C'est elle, d'accord, avec ses oreilles. Après, ils vont confirmer par les ordinateurs. Donc là, on voit qu'elle s'est mise à écouter le monde et elle a découvert quelque chose, elle a découvert des régularités. Et vous voyez, ça rejoint un petit peu mon idée d'astronome aveugle, parce que si Jodie Foster, dans ce film, avait été aveugle, elle aurait quand même fait sa découverte, puisque la seule chose qu'elle faisait, c'était de prendre les observations qui venaient de ses radiotélescopes et de les écouter. Alors il se trouve que, alors ça fait encore les hasards de la vie, il y a peut-être aussi une petite dizaine d'années, je parlais exactement de ce sujet-là à l'Université du Cap, et il y a quelqu'un qui est venu me voir de l'Observatoire du Cap, et il a dit « il faut que je te présente quelqu'un ». Et il m'a présenté Wenda Diaz. Et Wenda Diaz, qui est une jeune femme qui vient du Costa Rica, est une astrophysicienne, elle a eu une thèse, mais à l'âge de 27 ans, elle a eu une maladie, elle est devenue aveugle, et elle n'a pas voulu arrêter de faire de la recherche. Elle s'est dit, je veux continuer à faire de la recherche, mais malheureusement, comment est-ce qu'on fait de la recherche en astrophysique si on ne peut pas voir son ordinateur et les courbes qu'il y a dessus, si on ne peut pas voir les objets? Et elle s'est mise à développer des outils de sonification. Donc vraiment concrètement, elle s'est mise à transformer les données des télescopes en sons, et elle a développé son oreille pour comprendre la courbe que faisaient ces sons. Et alors on a sympathisé, et elle m'a montré des courbes, elle m'a dit on va calculer, grossièrement ça s'appelle une intégrale, vous n'êtes pas obligé de savoir ce que ça représente, mais un truc, elle va partir de cette courbe-là, et puis elle avec ses oreilles. Et donc elle m'a montré la ligne musicale,
Et puis elle comptait, donc elle comptait le nombre de temps, on savait si ça descendait, les fréquences montaient ou descendaient. Et en fait, elle avait un calcul et elle calculait aussi vite que moi. Et ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'elle n'était pas musicienne au départ. Et donc, elle a dû former son oreille. Et là aussi, on voit quelque chose de très important pour la pédagogie. C'est vrai que notre sens habituel, c'est la vue. Et donc, il y a plein de choses qu'on a tendance à appréhender d'abord par la vue. Mais si on développait d'autres sens, peut-être qu'on pourrait avoir accès aussi au monde extérieur d'une façon différente. Alors maintenant, elle travaille au Cap, avec l'Observatoire du Cap, et elle est en train de développer tout un projet avec une école pour enfants pour aveugles, pour développer des outils de sonification et leur permettre, eux, d'étudier les big data, parce qu'il y en a partout aujourd'hui, que ça soit la bourse, que ça soit la géophysique, l'astrophysique, tout ce que vous voulez. Et donc, ils développent ces outils, et c'est des gens qui permettent ensuite d'aller devenir des ingénieurs, malgré le fait qu'ils soient aveugles. Ça peut même aller plus loin. Je vous l'ai dit, on était complètement aveugle pour les ondes gravitationnelles. J'étais obligé de vous en mettre un petit coup d'ondes gravitationnelles. Parce que les ondes gravitationnelles, et si vous voulez plus de détails dans le petit texte, dans la brochure, je raconte ça, ce sont des vibrations de l'espace et du temps. Et ça, c'est merveilleux parce que nous n'avons aucun sens pour ça. La nature ne nous a pas doté de sens pour détecter les ondes gravitationnelles. Nous avons dû les créer. Ce sont ce qu'on appelle des interféromètres, donc des objets qui ont des bras qui font 4 mètres de long avec des lasers et tout ce que vous voulez, dans le vide et qui sont isolés de tous les bruits sismiques de la Terre. Et on a détecté ces petites ondes. Et le jour où on les a détectées, si vous vous rappelez bien, à la télé, à la radio, on vous a fait écouter ce petit signal. Vous vous rappelez de ça? Et on vous a dit, ça c'est 2 trous noirs qui sont en train de fusionner. C'est balèze à partir de comme ça. Alors il y avait une raison pour ça. La raison, c'est que la théorie nous expliquait, que la théorie de la relativité générale et les calculs qu'on peut faire avec, que si on prend 2 trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, ils vont émettre des ondes gravitationnelles. Donc ils vont perdre de l'énergie. Ils tournent, ils perdent de l'énergie. Bon, il n'y a rien de gratuit, hein. C'est comme chez EDF, il faut la trouver quelque part, cette énergie. D'où est-ce qu'elle vient, l'énergie? Il n'y a pas de... Voilà, le seul truc qu'il y a, c'est la gravitation. Donc il faut piquer l'énergie à la gravitation. Alors pour ça, il faut que les objets se rapprochent. S'ils se rapprochent, ça on retourne chez Kepler, ça va tourner plus vite. Donc ils sont là, ils tournent, ils émettent de l'énergie, ils doivent se rapprocher et tourner plus vite, mais donc ils vont émettre plus d'énergie. Et donc ça va s'emballer. Donc on s'attend à ce que le signal, ce soit quelque chose qui tourne, parce qu'on est en train de tourner, avec une fréquence qui diminue parce que c'est en train de s'emballer, et une amplitude qui augmente. Pourquoi? Parce qu'on produit de plus en plus d'ondes gravitationnelles. Ça, c'est le signal qu'on a calculé, et voilà le signal qui a été détecté. Vous voyez, ça colle tout à fait bien. Et quand vous le représentez ici, vous avez le temps, et vous avez les fréquences. Eh bien, les fréquences augmentent, donc les fréquences augmentent, et puis l'intensité, c'est la couleur, et ça en fonction du temps. Donc là, on a fait exactement comme tout à l'heure, on a transformé ces ondes gravitationnelles en son, pour vous dire, vous entendez l'univers. Mais vous n'entendez pas l'univers, vous étiez complètement aveugle à ce signal, et ce signal, vous pouvez en avoir une impression à partir de ces sons. Alors ça, c'est quelque chose, cet objet-là, où on a le temps et la fréquence, on appelle ça un sonogramme, et je vais juste vous apprendre à le lire rapidement. Alors j'en ai fait 3, donc vous avez le temps, et vous avez différentes fréquences, et ça va jouer comme ça. Et vous me dites si vous comprenez ce que ça fait. Je pense que vous êtes tous super intelligents, vous allez y arriver. Vous avez compris? On a différentes fréquences qui rentrent les unes après les autres et on superpose des sons tenus. Bon. Alors maintenant, si je prends le deuxième, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que vous avez une idée? Très mal aux oreilles peut-être, ouais. Il n'y a rien, et puis ensuite il y a toutes les fréquences. Il n'y a rien, donc on va entendre sûrement beaucoup de bruit à un seul moment. D'accord? Donc vous voyez, si j'ai des phénomènes physiques qui sont de ces 2 types, je peux les distinguer avec mon oreille parce qu'ils ne disent pas la même chose. Alors le troisième, est-ce que vous avez une intuition de ce qu'on doit entendre? Donc on a le temps qui passe et les fréquences qui deviennent de plus en plus aiguës. On va vers le haut. Alors regardez.
Donc là, on voit on part des basses fréquences vers les hautes fréquences et on comprend bien. Donc vous voyez que si vous éduquez votre oreille, vous allez être capable de reconnaître ce genre d'objet. Alors je vais vous en donner un exemple, après je reviendrai. Ici, c'est une éruption solaire qui a été observée le 2 avril 1991. Donc c'est créé par des électrons qui vont à une fraction de la vitesse de la lumière, on appelle ça des électrons relativistes. Et donc là, vous voyez, quand on a le temps ici, on a les fréquences, et donc on voit qu'il y a des choses qui se passent à haute fréquence qui vont aller vers les basses fréquences, et puis ici, on a, comme tout à l'heure, on a toutes les fréquences d'un seul coup. Donc probablement, c'est un choc. Et là, cet événement-là, on peut l'écouter, et on peut en fait se poser la question de la physique qui va avec. Ah mince, il ne se passe rien. Donc là, vous voyez que si vous vous entraînez un petit peu, vous n'avez pas besoin de voir l'image, vous comprenez qu'il y a des choses à haute fréquence. Alors le physicien, il fait toujours haute fréquence, haute énergie, nanana, basse fréquence, basse énergie, donc il y a sûrement un transfert d'énergie quelque part, et puis il y a un choc à un moment. Et donc on doit pouvoir commencer à raconter l'histoire, qu'ensuite on va devoir raconter avec des équations et puis les données, mais on peut commencer à en avoir une intuition sans pour autant avoir besoin de notre vue pour le regarder. Alors je reviens en arrière parce qu'un autre domaine où ça a été fait de façon magistrale, c'est par Olivier Messiaen. Vous savez peut-être, pour ceux qui aiment la musique, Olivier Messiaen était quelqu'un qui adorait les oiseaux, il écoutait les oiseaux, il a composé des catalogues d'oiseaux, et voilà une composition d'Olivier Messiaen ici. D'accord ? Et des chercheurs se sont posé la question de savoir à quel point ça reproduisait le chant des oiseaux. Et en fait, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'on peut jouer la musique, en mesurer le sonogramme et le comparer à l'enregistrement des sons des oiseaux dans la nature. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les retranscriptions d'Olivier Messiaen sont tout à fait précises. Alors lui, il avait le problème qu'il ne pouvait pas faire des sons continus, mais étant donné ce qu'il a écrit là, les sonogrammes de Olivier Messiaen joués et des oiseaux eux-mêmes collent tout à fait. Donc là, je n'ai pas d'exemple, quoi j'en ai, mais pas dans l'ordinateur. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez Olivier Messiaen, oiseau, sonogramme, quelque chose comme ça, et vous allez trouver des catalogues de vrais oiseaux et des catalogues de musique de Messiaen, et vous allez voir, mais en fait, ça ressemble énormément. Donc voilà, donc on sent que quand même, ce n'est pas qu'un jeu. On peut utiliser ça aussi pour avoir prise sur le monde, pour la pédagogie, pour regarder les phénomènes de la nature d'une façon différente et peut-être en révéler de nouvelles facettes. Et ça, c'est quand même un des points de base de la recherche. Alors pour finir, je reviens sur cette image parce que c'est l'image du ciel. Celle-là, elle vient du télescope franco-canadien de Hawaï. Vous voyez des galaxies de toutes les formes des galaxies spirales. Et je vous ai parlé de musique, je vous ai parlé du ciel. Il y a quand même quelque chose d'important, c'est que quand on regarde le ciel, vous savez, souvent on voit les étoiles, on commence à tirer des traits, on fait des constellations. Et on est en train d'écrire sur le ciel. Et la musique, c'est un peu pareil. On utilise aussi des points et tout ça qu'on relie. Donc on peut s'amuser à faire la même chose. Il y a des compositeurs qui se sont amusés à le faire, prendre des cartes du ciel pour pouvoir composer. Mais surtout, ce qu'on est en train de faire, c'est de raconter une histoire. Quand je regarde l'univers, souvent, je projette une histoire de cet univers et j'utilise le ciel en fait comme une sorte de mémoire de l'humanité. Et pour la musique, c'est un peu pareil. Et quand on se pose la question de savoir, quand les gens vous disent la musique qu'ils aiment, vous commencez à savoir en fait qui ils sont. D'accord, ça, si on vous dit, moi j'aime tel groupe de rock ou j'aime Jean-Sébastien Bach, on sait que voilà, c'est la première chose que la personne vous dit. On sait qu'on n'est pas en train de parler à la même personne. Et on pourrait se poser la question de se dire, tiens, nous, humanité, si on envoyait de la musique dans l'espace pour les extraterrestres, qu'est-ce qu'on leur donnerait? D'accord. Il se trouve que ça a été fait en 1977, en particulier par Carl Sagan et son équipe. La sonde Voyager est partie avec ce Golden Record, donc le disque d'or sur lequel il y avait un certain nombre de données ici qui sont gravées. Là, vous avez l'atome d'hydrogène, vous avez les pulsars qui permettent de localiser la Terre, et vous avez de la musique. Donc maintenant, imaginez que vous êtes en 77, vous êtes un comité de la NASA, vous envoyez un truc dans l'espace, donc il va durer pour l'éternité, et vous mettez de la musique, vous avez cette responsabilité. Qu'est-ce que vous mettez comme musique? Bach? Ouais, pas mal. Bach, quoi d'autre? Beatles, ouais. Posez-vous la question, je vais vous dire pourquoi c'est une question super importante. Voilà ce qu'on a mis sur le... Donc ça commence bien par Bach. Quand j'ai découvert cette liste, je suis resté un peu circonspect parce que je me suis imaginé, je pense qu'un jour il faudrait faire le film de science-fiction, je me suis imaginé l'extraterrestre qui se trouve ce disque, qui arrive comment comprendre pour l'écouter, et qui pour la première fois de sa vie entend les concerts brandebourgeois de Bach. Vous imaginez l'émotion ou pas de l'extraterrestre? Est-ce que l'extraterrestre a une émotion? Et d'ailleurs, vous, pourquoi vous aimez la musique? Pourquoi ça vous fait des émotions?
Ça aussi, il faudrait que j'en parle, mais je n'ai pas le temps. Et puis en plus, je ne suis pas spécialiste du tout de ça. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bien sûr de la musique classique, et puis ils ont essayé d'être politiquement corrects. Vous voyez, ils ont mis de la musique de Nouvelle-Guinée, du Japon, ce qu'on appellerait de l'ethnomusique aujourd'hui. Et je crois que le truc le plus moderne, ça doit être Chuck Berry. Le plus moderne, c'est Chuck Berry. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour deux choses. C'est qu'il se trouve que l'année prochaine, vous savez, c'est important, l'année prochaine, on est en 2020. Donc au mois de juillet 2020, l'année prochaine. Non, 2019. Mais je suis bête. Moi aussi, je suis né en 2019. C'est pour ça que je fais un blackout sur cette année. 2019. Qu'est-ce qui s'est passé, à part le fait que je sois né en 2019, en 2019? Come on. Et le petit pas pour le bonhomme et le grand pas pour l'humanité. 20 juillet, les enfants. Le 20 juillet, pas nous, les êtres humains, collectivement, ont réussi à envoyer quelqu'un sur la Lune. C'est l'endroit le plus loin où un être humain a posé le pied dans l'univers, donc c'est quand même symbolique, peut-être qu'on ira plus loin. Et il se trouve qu'il va y avoir sûrement des événements à partir de ça. Et parmi ceux-là, il se trouve que de fil en aiguille, en disant que ça faisait très longtemps que je voulais aller sur la Lune, j'ai réussi à convaincre des gens, qui ont convaincu des gens, qui ont convaincu des gens, et un monsieur qui envoie ses voitures dans l'espace, d'avoir 800 grammes sur un module lunaire pour aller déposer sur la Lune. Et alors, on s'est amusé avec une bande de copains, donc ça s'appelle Sanctuary, Mission to the Moon, c'est le nom de se dire qu'est-ce qu'on va mettre sur la Lune. Parce que là, ça commence à... C'est plus une plaisanterie, c'est comme tout à l'heure, écrivez de la musique, maintenant, il faut aller les mettre, ces objets sur la Lune. Et donc, on a trouvé un petit concept dans lequel on a des disques de saphir de 9 cm, comme ça, qui peuvent être gravés avec des pixels de 1,4 microns, ce qui veut dire que sur un disque de 9 cm, comme ça, vous devez avoir quelque chose comme 3 milliards de pixels. Donc si vous zoomez ça, vous avez ça. Si vous zoomez, vous avez ça. Donc vous pouvez graver à multi-échelle des choses. On a commencé à jouer avec ça. Je vais vous montrer le premier échantillon. Voilà un bout de l'échantillon. On a fait un petit truc de 5 cm avec cette technologie. Vous avez plein de choses que je ne vais pas vous décrire. Mais vous voyez, par exemple, si vous prenez la ligne qui est ici, elle est là. Vous voyez qu'il y a du texte à l'intérieur. Et donc, en fait, sur cette carte, vous avez le ciel, vous avez toute une carte du ciel de notre Voie lactée hémisphère nord. Ce chemin relie les 100 étoiles les plus brillantes, et le petit texte qui est à l'intérieur, c'est le Petit Prince, par exemple. Voilà, on s'amusait à faire ça. Et puis, il y a des choses, de technologie, de culture. Il va y avoir de la musique. Alors, comment est-ce qu'on va mettre de la musique? On va utiliser des sonogrammes, comme on l'a fait là. C'est le seul moyen, parce que c'est visuel. Et surtout, vous allez pouvoir... Si vous allez sur ce site web, vous envoyez des photos, vous, tous les gens. Et donc ça, on a commencé à en récolter un peu partout dans le monde, parce que, bien sûr, on est une bande d'amis à faire ça, mais il faut qu'il y ait des sourires des êtres humains du monde entier. Et donc, on a des amis en Afrique, nos collègues, qui ont diffusé ça le plus possible, et on est en train de collecter des textes manuscrits et des sourires, ou autre chose, de gens qui se prennent en photo, seuls, avec leurs amis, avec leur famille, parce que finalement, l'humanité, ce n'est pas un seul visage, on est tous plus ou moins les mêmes, mais on est un petit peu différents, et c'est aussi de montrer cette diversité. Et au milieu du disque, où il y aura toutes les photos, il y aura un petit miroir, comme ça la personne qui le prendra dans la main pourra se regarder et se comparer à un échantillonnage de l'humanité. Voilà, donc il y aura ça, il y aura aussi le génome entier d'un homme et d'une femme qui vont être envoyés, et ça c'était en clin d'œil à Voyager, vous aviez l'homme et la femme qui étaient nus, mais là on va envoyer le génome séquencé complet d'un homme et d'une femme. Et tout un contenu qui va être dévoilé l'année prochaine. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et la dernière chose que je vous montre, c'est une petite page de pub pour un truc qui me tient énormément à cœur. Toujours avec mes amis, on a développé cette association Les Petits Cueilleurs d'Étoiles, où on va dans les hôpitaux assez régulièrement, à Necker, Trousseau, puis d'autres hôpitaux en France. Et on fait des projets avec les enfants hospitalisés, les enfants longue durée, en particulier pour voilà, un enfant qui ne sort pas de sa chambre pendant 3 ou 4 mois, il ne peut pas rêver du ciel, donc on lui amène le ciel à l'intérieur de sa chambre. On fait des projets pédagogiques avec eux, on monte des télescopes dans les chambres d'hôpitaux, on fait ce qu'on veut, et on leur amène des météorites, on leur offre des météorites pour qu'ils puissent garder des morceaux d'espace avec eux. On fait plein d'animations aussi dans Paris. Régulièrement, on sort des télescopes sur le bord de la Seine. Donc, vous prenez un flyer, vous inscrivez si vous voulez nous rencontrer. On est sur les bords de Seine pendant tout l'été, le printemps, quand on a du temps et quand la lune est visible et qu'il n'y a pas de nuages. Et on aime partager ça parce que c'est juste... si vous pouviez savoir l'émotion de ces enfants au moment où ils tiennent une pierre et qu'ils réalisent que cette pierre vient de l'espace ou même que c'est un morceau de la lune, par exemple. C'est juste quelque chose que je ne peux pas décrire, mais que je voulais partager avec tout le monde parce que cette association me tient énormément à cœur.
Je vais m'arrêter là, je vous remercie beaucoup.